De nos jours, dans le monde de l'industrie, certaines tâches n'ont peu ou peu de valeur ajoutée. C'est une perte de temps pour l'entreprise, une perte d'argent aussi, ça a très peu d'intérêt pour l'opérateur et ça peut entraîner des troubles musculo-squelettiques. Nous sommes Théo et Samuel et notre projet pour ce semestre est l'automatisation d'un poste de correction de câble. De notre client, nous recevons des câbles en composite qui ont été découpés au jet d'eau. À la fin de ce processus, il y a des imperfections qui subsistent. Et du coup, notre objectif de MSI est de supprimer ces câbles avec une tolérance de plus ou moins 4 dixièmes. Avec toute cette mise en contexte, nous avons sorti la problématique suivante. Pouvons-nous créer une cellule robotique flexible capable d'atteindre les critères? Heureusement, on ne parle pas de règles. Il faut savoir que le semestre précédent, ils ont déjà créé tout ce qui est la cellule robotique. Ils ont développé le setup actuel avec 2 prix primaires. La première, le robot. La seconde, la vision. Si on reprend un peu le flux de ce robot, il va commencer par aller au magasin d'entrée récupérer la cale, le déposer sur le système de vision et à l'aide de la première caméra, il va venir détecter le contour et le centre de gravité. Ceci va nous servir pour le mettre en position. À l'aide d'un bridage automatique, on va venir tenir la cale et on va faire un changement d'outil en automatique encore une fois, venir récupérer la Dremel avec un disque de découpe. Il va venir découper l'imperfection et à la fin, on va le remettre sur le système de vision pour venir contrôler et vérifier qu'on soit bien dans les attentes du client. Au semestre précédent, ils ont fait un type de cale. Par contre, ils ont réussi à découper qu'un seul côté de la cale et les tolérances n'ont pas été respectées. Du coup, c'était à nous de jouer. Afin d'atteindre les tolérances qui ont été demandées, nous avons commencé par utiliser le capteur d'effort qui est présent dans le robot pour travailler non plus en asservissement en position, mais en asservissement en effort. Par la suite, nous avons aussi automatisé le changement d'outil et utilisé un outil de découpe pneumatique. Par la suite, nous avons aussi travaillé sur le contrôle en travaillant non plus sur un côté de la cale. Pour ce qui reste du temps, il nous reste un mois. Le but, c'est de réaliser une nouvelle opération. Cette fois-ci, on va venir chercher à faire le contour de la cale. Du coup, c'est définir un nouvel outil et développer une nouvelle commande. Le but est vraiment de faire de cette cellule une cellule flexible qui va permettre à tout type de client de venir nous proposer son contrat et qu'on puisse répondre à ses attentes. Comme je l'ai dit, il reste plus qu'un mois. Mais bon, le sujet il va continuer et le semestre prochain, il travaille au coin d'un gros travail de capitalisation pour passer le flambeau à l'autre côté. Merci. Bonjour, alors aujourd'hui on va vous présenter notre MSR en 180 secondes. Alors pour ce faire, on a choisi de vous raconter une histoire inspirée de faits réels, l'histoire de l'entreprise de maintenance Pipo. Lui, c'est Pierre. Pierre, il répare des tuyaux et il aime son métier. Pierre, il aime son métier parce qu'il a su développer un savoir-faire au cours de ses années d'expérience. Lui, c'est Paul. Paul, c'est le manager de Pierre. Paul, il veut améliorer l'efficacité de Pierre. C'est là que Jacques entre en jeu. Jacques, il a développé une IA qui sert à prioriser les tâches à effectuer. Paul est sûr que cette IA sera très utile dans son entreprise. Donc Paul a choisi d'implanter cette IA dans son entreprise. Maintenant, ça fait 3 ans que Pierre travaille avec l'IA implantée par Paul et développée par Jacques. Seulement, Pierre maintenant est triste dans son travail. Pierre est triste parce qu'il fait 2 fois plus d'opérations qu'avant et parce qu'il se sent surveillé par son manager Paul. Pierre a l'impression de devenir un robot qu'on surveille. Et Pierre suit tout ce que fait l'IA, mais Pierre ne parle à personne qui est triste. Pierre n'est pas un cas isolé. L'intégration des systèmes d'intelligence artificielle peut être plus ou moins acceptée dans le monde du travail. Et c'est sur ce constat que la région Occitanie nous a demandé de dresser un bilan d'intégration de celle-ci sous forme d'un catalogue. Pour ce faire, nous avons réalisé des entretiens avec des travailleurs qui utilisaient de l'IA au quotidien. Avec notre équipe pluridisciplinaire, nous avons analysé ces entretiens sous 4 dimensions. La dimension sociale, sur le ressenti du travailleur, la dimension systémique sur le fonctionnement global de l'IA,
Et les deux dernières, la dimension stratégique et les cadres, nous avons analysé pourquoi et comment l'entreprise a voulu intégrer ces outils dans l'organisme. Revenons à notre histoire, si ça veut bien marcher. Alors, au cours d'une opération de maintenance, Pierre a fait exploser un réseau de tuyauterie. Paul, son manager, n'a pas compris comment son meilleur élément avait pu faire une erreur aussi bête. Pierre lui a répondu qu'il avait tout simplement suivi ce que lui disait de faire l'IA. Pourtant, Pierre n'était pas du tout d'accord avec cette manœuvre à faire. Mais alors, pourquoi Pierre a quand même fait cette manœuvre? Selon notre brillantissime collègue Yann Ferguson, ici présent, il existe 3 comportements qui découlent des IA. Il y a l'excès de prudence, dans notre cas, où le travailleur, en fait, va faire ce que lui dit l'IA, même s'il pense qu'elle se trompe. Comme ça, si jamais elle se trompe, eh bien, il risque rien. Après, il y a l'excès de confiance. L'excès de confiance est souvent corrélé à un manque de confiance en soi. Là, le travailleur va suivre aveuglément ce que lui dit l'IA. Et enfin, il y a la perte de conscience de l'environnement. Là, le travailleur va avoir un comportement passif par rapport à l'IA et va perdre conscience de ce qu'il est en train de faire. Tous nos travaux sont répertoriés dans notre catalogue de cas d'usage qui se regroupe en une partie descriptive et une partie analyse pour chaque cas. Chacun des conseils sont donnés dedans pour intégrer l'humain. Revenons à notre histoire. Paul a lu ses recommandations et s'est aperçu que Pierre se sentait surveillé et c'est pour ça qu'il travaillait moins bien. Paul s'est aussi aperçu que Paul ne se sentait plus considéré parce qu'il n'utilisait plus ses compétences. Du coup, Paul a choisi d'enlever le côté de surveillance de l'IA. Et Paul a choisi de former Pierre sur l'IA. Depuis, Pierre est l'expert qui aide au développement de l'IA dans l'entreprise. Depuis, Pierre est de nouveau heureux à son travail car il se sent utile. Merci de nous avoir écoutés et merci à Pierre pour la participation. Bonjour à tous. Benjamin Armand va vous présenter notre message en 180 secondes. Face à la crise climatique que nous vivons, il devient primordial de repenser nos moyens de déplacement. Les trains apparaissent comme une des solutions évidentes pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et garder une certaine liberté de déplacement. Dans ce contexte, améliorer l'efficacité énergétique des trains devient un sujet central. Les trains sont alimentés par des caténaires, les câbles électriques au-dessus des rails. Les caténaires, eux, sont alimentés par les sous-stations réparties régulièrement le long des voies. En France, il existe des lignes alimentées en courant continu et d'autres en courant alternatif. Chacune possède ses avantages et ses inconvénients. Le projet que nous présentons aujourd'hui vise à améliorer l'efficacité des lignes alimentées en courant continu. Cela permettra notamment de faciliter l'intégration des énergies renouvelables sur le réseau ferroviaire. À long terme, le projet raccordé permettra de remplacer les lignes alimentées en courant alternatif qui ont de nombreux inconvénients. Voici notre ligne de train alimentée en courant continu. La distance entre les deux sous-stations est importante et cela implique des pertes de lignes non négligeables. La tension au niveau d'une sous-station n'est donc pas équivalente à la tension qui est disponible entre les deux sous-stations. Cette différence de tension a un impact sur le fonctionnement des trains. Entre les deux sous-stations, les locomotives vont se retrouver sous-alimentées, ce qui implique une puissance inférieure à la puissance nominale et donc une perte de vitesse pour les locomotives. Ce problème a des conséquences sur le trafic. Notamment, il crée des retards et il limite l'intensification du trafic ferroviaire voulu en France. Une première solution envisagée est tout simplement de doubler le nombre de sous-stations. Cependant, rajouter une sous-station n'est pas toujours possible et cela a un coût non négligeable. Une autre solution en cours d'étude est la mise en place de systèmes de batteries qui réinjecteraient du courant dans les caténaires. Et pour cela, des convertisseurs à courant continu de nouvelle génération sont nécessaires. C'est l'accordé sur lequel nous travaillons. Contrairement aux convertisseurs de CDC qui sont actuellement commercialisés, le projet raccordé se base sur l'utilisation de nouveaux matériaux, dits de GANGAP, pour créer un convertisseur capable de transformer jusqu'à 9 kV de tension avec des courants élevés. Les modules de puissance qui sont contenus dans ces convertisseurs sont le centre de notre mémoire de recherche. Nous réalisons la modélisation 3D et les modèles thermiques de ces modules pour étudier leur réchauffement. Ensuite, nous étudions le système de refroidissement pour analyser les comportements thermiques, les placements des ventilateurs et la performance des capteurs. Les essais thermiques vont nous permettre de valider les résultats obtenus dans nos simulations. Nous pourrons alors conclure sur l'efficacité du refroidissement des modules de puissance et sur les paramètres optimaux à utiliser pour le client. Une fois validés, ces convertisseurs feront partie de l'architecture ferroviaire de demain. Merci de votre écoute.
Imaginez un monde dans lequel nous ne serons plus obligés de réaliser les tâches qui nous embêtent. Dans cette optique, nous avons décidé d'automatiser un poste de débraquage. Cette opération consiste à récupérer des composants disposés en vrac dans un carton, puis de les déplacer afin de les rendre utilisables pour la suite. Pourquoi l'automatiser? C'est une opération manuelle, très répétitive, réalisée actuellement par un humain à une cadence de 35 coups par minute. C'est une opération qui peut engendrer beaucoup de troubles musculo-squelettiques et elle a aussi une très faible valeur ajoutée. C'est pour cela que de notre côté, on va induire tous ces problèmes et ensuite augmenter la qualité ainsi que la cadence. Nous avons commencé à travailler sur deux problématiques différentes. D'une part, comment automatiser le poste de débraquage de composants en l'adaptant à plusieurs lignes de production et en augmentant sa cadence. Et pour approfondir ce sujet, nous avons travaillé sur comment rendre la cellule robotique flexible pour l'opération de débraquage. Alors, nous avons, sur la diapo précédente, voici c'est la cellule qu'on a conçue. C'est une cellule de débraquage de composants, nous c'est des composants, c'est des pompes à savon. Alors tout d'abord, pour faire fonctionner cette cellule, le cycle il va commencer par remplir le bac de composants avec les pompes à savon. Ensuite, il y a un système de vision EPA qui va permettre de détecter où se trouve la pompe. L'information va être ensuite envoyée au robot qui va aller chercher cette pompe à l'aide d'un préhenseur et au coup ça sera une ventouse pneumatique. La pompe va être ensuite prélevée et ensuite amenée devant une seconde caméra qui va permettre de savoir l'angle de la pompe et de l'orienter correctement pour la déposer dans la boîte de sortie. Où en sommes-nous aujourd'hui? Déjà, nous avons démontré lors du premier semestre la faisabilité de ce projet en automatisant l'opération de débraquage. Nous avons automatisé le débraquage pour un seul type de pompe. Et le critère de cadence a été écarté pour ce premier semestre. Cela explique les 3 coups par minute. Ensuite, ce semestre, nous avons optimisé la de notre URBUS qui est mis à notre disposition. Ensuite, nous avons travaillé sur la flexibilité du débraquage afin de pouvoir débraquer différents composants. Et pour finir, nous avons conçu et fabriqué un chariot mobile afin de pouvoir facilement se déplacer dans un atelier. La situation cible va être d'adapter le débraquage à plusieurs types de composants, par exemple à d'autres types de pompes et aussi par exemple à des bouchons de parfum. Ensuite, le second objectif va être d'augmenter la cadence de débraquage. Par exemple, actuellement, on est en dessous des 35 minutes et l'objectif, ça sera de passer à une cadence plus industrielle, supérieure à 35 minutes. Et pour finir, le troisième objectif sera d'élaborer une cellule robotique mobile vis-à-vis des lignes de production. C'est par exemple avec un chariot mobile où on peut transporter le cobaye. Du coup, c'est fonctionnel, mais pour un seul type de composant. Pour le futur, ça va être de la rendre adaptable pour un milieu industriel. Et si vous souhaitez venir la voir fonctionner, vous pouvez venir en salle d'intégration. Merci. Bonjour à tous, nous sommes 4, Mathieu, Vincent, Mathis et Mathis, et nous allons vous présenter notre MSR en 180 secondes, soit un projet CHPA, chargeur haute performance abordable. Pour mettre en contexte, nous allons prendre l'histoire de Jean, qui va rendre visite à son ami avec son véhicule électrique à la campagne. Une fois arrivé chez son ami, il a donc besoin de charger son véhicule. Or, il n'y a pas de borne, il y a simplement une prise électrique. Et c'est là que le projet CHPA intervient. Avec pour l'objectif des chargeurs intégrés pour les véhicules électriques et hybrides, le tout au sein du projet de relance automobile français, avec l'intégration des composants haute performance, tout en maintenant un prix abordable pour les consommateurs. Cela fait maintenant 3 ans que le projet a débuté. Notre groupe se concentre principalement sur l'étude du refroidissement de composants électroniques. Il faut savoir que du coup, au cours des 3 ans, la plus grande évolution qu'il y a eu sur le projet, le refroidissement à l'air, à un refroidissement liquide. En effet, après une étude de marché réalisée par Vitesco, on s'est aperçu que les clients ont besoin d'une puissance plus forte et du coup un refroidissement liquide. Vincent va vous expliquer ce qu'on fait concrètement. Alors, que fait-on concrètement? Notre but, ça va être de vérifier la performance des plaques froides réalisées par Vitesco Technologies. Donc pour ce faire, nous allons réaliser des essais et aussi des simulations qui sont corrélées. Donc, dans ces essais et simulations, nous retrouvons dans le cœur des études la température
du fluide qui circule à l'intérieur des plaques froides, qui est directement lié à la couleur, donc plus c'est rouge, plus c'est chaud. On a aussi un débit du fluide qui est à l'intérieur de la plaque froide, qui lui est associé à la vitesse des vecteurs qu'on peut retrouver sur cette super image qui a été réalisée. Aussi la puissance dissipée des différents composants, donc qu'on peut retrouver sur la photo et aussi sur le graphe. Et enfin la pression, donc plus précisément les pertes de charge, la différence entre notre pression d'entrée et notre pression de sortie. Donc, dans les partenaires que nous avons, il y a qui s'occupent de la gestion du projet. On retrouve aussi l'IRT et Elvia qui s'occupent de l'intégration du PCB et de la caractérisation des différents composants. On a aussi ST Microelectronics qui est le fournisseur des composants de haute performance. Et enfin l'ICAM qui s'occupe du coup de la gestion de l'étude thermique. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Bonjour à vous, bienvenue. Nous allons vous présenter notre MSI en 180 secondes sur le projet Low Carbon Hydro. Moi c'est Christiane et voici mon binôme, Mathieu. Voilà. Donc nous travaillons pour l'entreprise Hydro, donc, qui est une très grande entité qui fabrique beaucoup d'aluminium dans différents secteurs d'activité, que ce soit en industrie, pour des automobiles ou autres. Nous, en l'occurrence, nous travaillons dans la partie building et construction, donc tout ce qui est aluminium dans le bâtiment. Et donc nous travaillons pour l'entreprise Technal, qui est une filiale donc, de Hydro. Donc il faut savoir que Hydro est vraiment une entreprise qui cherche à valoriser ses matériaux d'un point de vue écologique. Et donc voilà. Donc, concernant notre projet, on peut remarquer tout en haut à droite, en fait, c'est l'évolution de cadres de fenêtres. Donc nous, en l'occurrence, on travaille sur la réduction d'empreinte carbone de cadres de fenêtres. Et l'entreprise, donc Technal, travaille depuis plusieurs années sur cette réduction de bilan carbone. Donc, depuis plusieurs années, ils ont réussi à réduire par 10 leur bilan carbone. Et nous, notre objectif, ça va être de le réduire à 0, donc d'atteindre la neutralité. Donc, pour présenter plus simplement, en bas à gauche, nous avons donc le point de départ des courbes qui représente le bilan carbone initial, donc la production. Il faut savoir qu'une fenêtre, au cours de sa vie, elle consomme, on peut considérer qu'elle consomme du bilan carbone du fait qu'elle, par les déperditions de chaleur qu'elle subit. Donc nous, notre objectif, ça va être de proposer une solution adaptable et quantifiable pour compenser ce bilan carbone et donc le faire réduire, donc en produisant de l'énergie, notamment avec des panneaux solaires. Voilà. Justement, en parlant des panneaux solaires, il a été question pour nous de faire au préalable une étude d'abord des bâtiments sur l'utilisation de la consommation d'énergie de ces bâtiments-là. En fonction des valeurs qu'elles nous ont données, nous avons donc décidé que la solution panneau photovoltaïque, à quoi elle va bien nous servir, cette énergie qu'elle produira. Cette énergie donc sera utilisée dans nos bâtiments, soit pour le chauffage, soit pour la climatisation, pour l'étude des bâtiments. Ensuite, nous avons fait une étude poussée sur le panneau en lui-même, pour savoir quel est le panneau adéquat pour notre solution. Ensuite, toutes ces données ont été entrées dans notre outil Excel qui va permettre à l'entreprise non seulement de connaître le bilan carbone des cadres de leurs fenêtres au cours de l'utilisation de ces cadres-là, mais également de connaître le bilan carbone des cadres de leurs fenêtres avec nos solutions telles que le panneau photovoltaïque. Merci. Merci. Bonjour à tous. Nous allons vous présenter notre MSR en 180 secondes. Nous travaillons sur un projet ferroviaire qui s'appelle Reset for Rail.
Donc comment avance le train? L'électricité est transmise au train par le pantographe. L'électricité était auparavant dans les caténaires qui sont au-dessus du train. L'électricité va ensuite traverser un module de puissance pour arriver ensuite dans le moteur électrique. Le module de puissance va convertir l'énergie, le courant continu en courant alternatif. Notre objectif à nous est de refroidir ce module de puissance. On a pour ça des nouvelles géométries qui sont en fabrication additive et nous allons les tester chacune pour voir quelle est la plus efficace. Donc, comment est-ce qu'on refroidit nos modules de puissance? Tout d'abord, on utilise de l'eau glycolée, donc qui est constituée à 50% d'eau distillée, à 50% de glycol, parce que le glycol a des propriétés thermiques bien plus intéressantes que l'eau. Les radiateurs qui sont actuellement utilisés pour refroidir les modules de puissance dans les trains sont des radiateurs S-shape, et ces radiateurs, le fluide passe dans refroidit tous les modules de puissance les uns à la suite des autres, ce qui fait que le dernier module est moins bien refroidi que le premier car le fluide a déjà emmagasiné de la... Notre référence, c'est les radiateurs à picots, donc le fluide passe entre les picots et ça permet de dissiper la chaleur des picots. Et on a choisi ce radiateur-là comme référence car c'est un radiateur que l'ICAM connaît déjà très bien et qui en termes de structure, s'approche des structures lattices que nous voulons tester. Donc les structures lattices, ce sont des enchevêtrements de poutres. Et ces nouvelles géométries de structures lattices sont permises grâce à la fabrication additive. Donc c'est la première fois qu'on peut vraiment en faire avec les avancées de la technologie. Nous avons deux démarches en parallèle, la démarche expérimentale et la démarche numérique. Pour les deux, nous avons un modèle constitué d'un module de chauffe, radiateur à tester et du fluide qui traversera le radiateur. Avec le banc d'essai, nous obtenons des résultats thermiques que nous analysons et comparons à ceux obtenus numériquement. Ensuite, nous choisissons et nous concluons sur la meilleure géométrie pour un échange thermique le plus efficient. Donc, nous faisons cela dans le cadre d'un projet européen qui a pour but de répondre aux nouveaux défis du ferroviaire, qui sont la croissance du trafic, l'inclusion de l'écologie dans la conception des trains, mais aussi l'apport en énergie pour le train. Ce projet est divisé en 4 parties. Nous travaillons dans la première partie, le Work Package 1, qui est chargé de l'inclusion de nouvelles technologies comme la fabrication additive dans la conception des trains. Et pour cela, nous travaillons avec l'IRT Saint-Exupéry et ACA et Alstom, qui sont des entreprises. C'était Reset for Rail. Merci pour votre attention. Donc, bonjour à tous, avec Mathieu on va vous présenter notre projet de MSR qui s'intitule Thermic 3D. Donc notre client, qui est l'entreprise Upsi 3D, dispose d'une plateforme qui développe des modules de puissance innovants avec notamment une nouvelle méthode de refroidissement et une nouvelle technologie de refroidissement. Comme le refroidissement en double face, on refroidit avec de l'eau glycolée, donc c'est ce que vous avez tous dans vos voitures. On fait également avec cette entreprise 40% d'économie sur le matériau. On a une nouvelle technologie d'interpolation 3D qui permet d'élever les modules à des courants plus forts et également de pouvoir travailler à des températures plus élevées. Et ces méthodes sont applicables à tout type de véhicules électriques comme le train et la voiture. De puissance, en fait, ça fait partie du convertisseur d'énergie. Nous, donc sur ce module, on a des puces qu'on va devoir refroidir avec le système de refroidissement à double face avec l'eau glycolée. Et donc notre objectif, ça va être de caractériser les capacités thermiques de ce module, à la fois avec une partie expérimentation et une partie simulation, avec un logiciel, et de participer avec tout ça à la montée en maturité de cette technologie à des fins commerciales pour nos clients. Donc comment ça marche un module de puissance? C'est composé de plusieurs puces, actuellement des diodes et des IGBT, qui sont emprisonnés entre deux substrats. Les substrats peuvent être comparés à des cartes électroniques dans lesquelles circule un courant électrique.
Et ces substrats permettent de diffuser la température des puces vers l'extérieur. Donc l'extérieur qui est composé de radiateurs avec des ailettes verticales dans lequel circule un liquide de refroidissement. Donc voici une photo du banc d'essai sur lequel nous réalisons des tests. Il est composé du module de puissance étudié, d'un circuit hydraulique, dans lequel circule un liquide de refroidissement. Donc ça passe par les vannes d'entrée, les débitmètres, les connecteurs hydrauliques, le module de puissance, et sort par les vannes de sortie et reboucle avec un cryo qui impose une température de 20 degrés Celsius. Il est composé aussi d'un circuit électrique, d'une alimentation électrique qui envoie un courant de 100 ampères aux puces étudiées, qui permet de les faire chauffer, et ensuite une intensité de 10 milliampères qui nous permet de faire des relevés de tension. Ces relevés de tension nous permettent par la suite donc la courbe expérimentale en verte, et qui permet de la comparer avec la courbe de simulation. Donc l'objectif est de caractériser les capacités thermiques de tout le module, autrement dit de coller la courbe simulation avec la courbe essai. Merci, c'était Thermic 3D.